Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Je vous parle depuis le plateau du Causse-Méjean, aux alentours de Florac. Autour de moi s'étend un paysage accidenté de roches calcaires. Ma voix résonne, vous entendez, contre les parois de cavernes naturelles et de carrières ouvertes par la main de l'homme. Ce fut au cours de travaux réalisés dans ces carrières de pierre que l'on retrouva en 1856 l'un des plus anciens habitants de cette vallée, qui s'était établi ici il y a 35 000 ans environ. L'homme de Néandertal. C'est ainsi que par antonomase on a convenu de l'appeler. Je suis venu à Florac justement pour m'entretenir avec lui, Monsieur Néander. C'est avec cette appellation simplifiée que je m'adresserai à lui pendant notre entretien. Monsieur Néander, comme vous le savez peut-être, a un caractère un peu méfiant, voire hargneux, qui est dû aussi à son âge avancé. Et il semble faire peu de cas de la renommée internationale dont il jouit. Il a néanmoins aimablement consenti à répondre à quelques questions pour notre émission. Monsieur Néander. Monsieur Néander, vous attendiez-vous à devenir si célèbre? Je m'explique. Pour ce que l'on sait, dans votre vie, vous n'avez jamais rien fait de particulier. Et tout d'un coup, vous êtes un personnage extrêmement important. Comment l'expliquez-vous? C'est toi qui dis ça? Qui étais, toi? Moi, oui que j'étais là, pas toi. D'accord, vous étiez là. Eh bien, cela vous semble suffisant? J'y étais déjà. Cela me semble une précision très utile. Le mérite de Monsieur Néander ne serait pas tellement le simple fait d'y être, mais d'y être déjà. D'y avoir été à cette époque, avant tant d'autres, n'est-ce pas, ici réunis. La priorité est en effet une qualité que personne n'oserait contester à Monsieur Néander, bien que, encore plus tôt, comme l'ont démontré des recherches ultérieures, et comme vous pouvez le confirmer vous-même, n'est-ce pas, Monsieur Néander, on ait signalé des traces, nombreuses même, et étendues sur plusieurs continents d'êtres humains, vraiment déjà totalement humains. Mon papa. Très loin, jusqu'à 1 million d'années plus tôt. Grand-maman. Votre priorité donc, Monsieur Néander, personne ne peut la contester, mais il s'agirait tout de même d'une priorité relative. Disons que vous êtes le premier. Avant toi, de toute façon. Nous sommes bien d'accord, mais le problème n'est pas là. Je veux dire que vous avez été le premier à être considéré comme le premier par ceux qui sont venus par la suite. C'est toi qui crois ça? Avant, il y a mon papa. Pas seulement, mais... Grand-maman. Et encore avant, faites bien attention, Monsieur Néander. La grand-mère de votre grand-mère. Non, Comment ça, non? l'ours. L'ours. Bien. Un ancêtre totémique, comme vous venez de l'entendre, Monsieur Néander. Pour Monsieur Néander, l'ours est l'archétype de sa généalogie. L'ours, certainement l'animal totem qui symbolise son clan, sa famille. La tienne? Il y a d'abord l'ours. Puis l'ours vient et il bouffe grand-maman. Puis il y a moi. Puis moi je viens et l'ours, je le tue. Après moi, l'ours, je le bouffe. Permettez-moi un instant, Monsieur Néander. Je vais commenter pour nos auditeurs les précieux renseignements que vous êtes en train de nous donner. Il y a d'abord l'ours. C'est ce que vous avez dit exactement en affirmant avec une grande clarté la priorité de la nature brute du monde biologique qui sert de décor. N'est-ce pas, Monsieur Néander? Qui sert de décor luxuriant à l'arrivée de l'homme. Et c'est quand l'homme se montre, pour ainsi dire, sur la scène de l'histoire que débute la grande aventure de la lutte contre la nature, qui est d'abord l'ennemi, et puis petit à petit s'assujettit à nos volontés. Un processus vieux de plusieurs millénaires que Monsieur Néander a évoqué de façon si suggestive dans la scène dramatique de la chasse à l'ours. Presque un mythe de la fondation de notre histoire. C'est moi qui étais là, pas toi. Il y avait l'ours. Là où je vais, il y a l'ours qui vient. L'ours, il est autour de là où que je me tiens. Sinon, non. Voilà. Il me semble que l'horizon mental de Monsieur Néander n'inclut que la portion du monde qui entre dans sa perception immédiate, en excluant la représentation d'événements lointains dans l'espace et dans le temps. L'ours est là, où je vois l'ours, dit-il. Si je ne le vois pas, il n'y est pas.
Il y a certainement là une limite dont nous souhaiterions tenir compte dans la suite de notre interview, en évitant de lui poser des questions qui excèdent, n'est-ce pas, les capacités intellectuelles d'un stade évolutif encore rudimentaire. C'est toi? Qu'est-ce que tu causes? Qu'est-ce que t'en sais? La bouffe, quoi! C'est la même bouffe que moi je poursuis et que l'ours poursuit aussi. Les animaux laisses, c'est moi qui les prends le mieux. Les animaux les plus gros, c'est l'ours qui est le plus fort pour les prendre. C'est clair? Et puis après, c'est l'ours qui me les chope ou c'est moi qui les lui chope à l'ours? C'est clair? C'est très clair. D'accord, monsieur Néander. Il n'y a aucune raison pour que vous vous énerviez. C'est un cas, disons, de symbiose entre deux espèces. Une espèce du genre Homo et une espèce du genre Ursus. Ou plutôt, c'est une situation d'équilibre biologique. Si nous voulons, au milieu de la férocité sans pitié, de la lutte pour la survie, voilà que s'établit comme une entente tacite. Ensuite, ou c'est l'ours qui me tue, moi, ou c'est moi qui me tue cet ours. Voilà. Que la lutte pour la survie recommence à se déchaîner. Celui qui est le mieux adapté triomphe, c'est-à-dire non seulement le plus fort, et monsieur Néander, même si ses jambes sont un peu courtes, est très musclé, mais surtout le plus intelligent. Et monsieur Néander, malgré son front à la courbure concave, presque horizontale, manifeste des facultés mentales surprenantes. Voici la question que je voulais vous poser, monsieur Néander. Y a-t-il eu un moment où vous avez craint que le genre humain ne succombe? Vous me comprenez, monsieur Néander, qu'il disparaisse de la surface de la Terre? Ma grand-maman. Ma grand-maman par terre. Monsieur Néander revient sur cet épisode qui a dû être, comment dire, une expérience traumatisante de son passé. Et même de notre passé. L'ours par terre. Moi, je me suis bouffé l'ours. Moi, pas toi. Je voulais justement vous demander cela aussi. S'il y avait eu un moment où vous aviez eu la sensation nette de la victoire du genre humain, la certitude que l'ours allait s'éteindre, pas nous, parce que rien ne pourrait empêcher notre marche, et que vous, monsieur Néander, vous alliez être un jour en condition de mériter notre gratitude, je veux dire de la part de l'humanité, parvenue au plus haut degré de son évolution, une gratitude que je vous exprime aujourd'hui à travers ce micro. Moi, s'il faut marcher, je marche. S'il faut s'arrêter, je m'arrête. S'il faut bouffer l'ours, je m'arrête et je bouffe l'ours. Ensuite, je marche et l'ours ne bouge pas. Un os ici par terre, un os là par terre. Derrière moi, il y a les autres qui viennent. Qui marchent jusqu'à où il y a l'ours, qui ne bouge pas. Les autres s'arrêtent, bouffent l'ours. Mon fils mord un os, un autre de mes fils mord un autre os, un autre fils encore mord un autre os. C'est un des moments culminants de la vie d'un clan de chasseurs que monsieur Néander est en train de nous faire revivre en ce moment. Le banquet rituel après une heureuse entreprise de chasse. Mon beau-frère mord un autre os, ma femme mord un autre os. Comme vous avez pu l'entendre de la vive voix de monsieur Néander, les femmes étaient les dernières à se servir lors du banquet. Ce qui revient à admettre l'infériorité sociale dans laquelle la femme était maintenue. La tienne. D'abord, j'amène l'ours à ma femme. Ma femme allume le feu sous l'ours, puis je vais ramasser le basilic. Et je m'en reviens avec le basilic et je dis... Et dis donc, où est-ce qu'elle est la cuisse à l'ours? Ma femme me dit... C'est moi qui l'ai bouffé pour sûr. Pour goûter s'il n'était pas encore cru pour sûr. Dans les communautés de chasseurs et de cueilleurs, c'est ce qui résulte du témoignage de monsieur Néander, était déjà en vigueur une nette division du travail entre l'homme et la femme. Puis, je vais ramasser la marjolaine. Puis je reviens avec la marjolaine et je dis... Et dis donc, où est-ce qu'elle est l'autre cuisse à l'ours? Et ma femme me dit... C'est moi qui l'ai bouffé pour sûr. Pour goûter si elle n'était pas déjà brûlée pour sûr. Et moi je lui dis... Dis donc, l'origan, tu sais qui va le ramasser maintenant? C'est toi qui vas y aller, je lui dis. C'est toi qui vas y aller pour l'origan, dit. De cette savoureuse scénette familiale, on peut extraire beaucoup d'informations sur la vie de l'homme de Néandertal. D'abord, la connaissance du feu et son utilisation pour la cuisine. Deuxièmement, la cueillette des herbes aromatiques et leur emploi gastronomique. Troisièmement, la consommation de la viande par grandes portions détachées, ce qui suppose l'utilisation de véritables instruments aptes à découper, c'est-à-dire un stade avancé du travail du silex.
Mais écoutons directement l'interviewé, s'il a quelque chose à nous dire sur ce point. Je formulerai la question de manière à ne pas influencer sa réponse. Monsieur Neander, vous et les pierres. Oui. Ces beaux cailloux. Ces grosses pierres, comme on en trouve tant ici, tout autour. N'avez-vous jamais essayé, que sais-je, de jouer, de les taper un peu l'une contre l'autre pour voir si elles sont vraiment si résistantes? Mais qu'est-ce que tu parles du caillou? Mais tu sais ce que t'en fais du caillou? Bang, bang! Avec le caillou, bang! Tu prends le caillou, c'est clair? Tu le places sur la grosse pierre. Tu prends l'autre caillou, tu tapes dessus sec. Tu sais où est-ce que tu donnes ton coup sec? C'est là que tu donnes bang le coup sec. Vas-y, aïe! Comme ça tu t'écrases ton doigt. Tu suces ton doigt, puis tu fais des bonds, puis tu reprends cet autre caillou, tu remets ton caillou sur la grosse pierre, bang! Tu vois qu'il s'est cassé en deux. Un éclat gros et un éclat mince. Un courbé comme ceci, l'autre courbé comme cela. Tu prends en main celui qu'on tient bien dans la main, comme ça, par ici. Tu prends l'autre avec l'autre main, par là, comme ça, et tu fais bang! Tu comprends qu'il faut que tu fasses bang, là, à cet endroit-là. Vas-y, aïe! Tu t'es embroché la pointe de la main. Après, tu suces ta main, puis tu fais un tour sur un seul pied, puis tu reprends l'éclat dans ta main. Et l'autre éclat dans l'autre main, bang! Un autre bout d'éclat à sauter, aïe! Dans l'œil. Tu te frottes l'œil avec la main, tu donnes un coup de pied à la grosse pierre, tu reprends dans ta main un gros éclat, et l'éclat mince, bang! Tu fais sauter un petit éclat, tout près, bang! Un autre, bang! Un autre encore. Tu vois que là où ils ont sauté, il reste une encoche qui rentre en dedans, bien ronde, puis une autre encoche. Et comme ça, de haut en bas, tout autour. Et après, de l'autre côté aussi, bang! Tu vois que ça se fait tout autour, tout fin, tout coupant. Nous remercions notre... Puis tu donnes des petits coups comme ça, bing, bing! Et tu fais sauter des petits éclats tout petits, bing, bing! Nous avons très bien compris. Je remercie au nom des auditeurs. Mais qu'est-ce que t'as compris? C'est maintenant que tu peux donner un coup ici, bang! Et alors tu peux en donner un autre de l'autre côté, bang! Boum! C'est exact. Passons à une autre... Comme ça, tu peux bien le prendre en main, le caillou, travailler de tous les côtés. Et c'est après que commence le travail sérieux. Parce que tu prends un autre caillou et tu le places sur la grosse pierre. Bang! Et maintenant que Monsieur Neander nous a décrit le travail déprimant, monotone... Monotone, toi t'es monotone. Tu sais les faire les encoches dans les pierres, toi, les encoches toutes pareilles, toutes les mêmes. Tu sais les faire monotones, les encoches? Non. Et alors, de quoi que tu parles? Moi, oui, je sais les faire. Depuis que je m'y suis mis, depuis que j'ai vu que j'ai le pouce. Tu le vois, mon pouce? Le pouce que je place ici, les autres doigts. Et quand je mets là le caillou au milieu, il y a la pierre dans ma main, bien serrée pour qu'elle s'échappe pas. Depuis que j'ai vu que je tenais la pierre dans ma main et que j'y donnais des coups comme ça ou bien comme ça. Alors, ce que je peux faire avec les pierres, je peux le faire avec tout. Avec les sons qui sortent de ma bouche, je peux faire des sons comme ça. Ah, ah, ah. Et alors, j'arrête plus de faire des sons. Je me mets à parler, je m'arrête plus. Je me mets à parler, je me mets à travailler les pierres qui servent à travailler les pierres. Et il m'arrive pendant ce temps de penser. Je pense à tout ce que je pourrais penser quand je pense. Et j'ai aussi envie de faire quelque chose pour faire comprendre quelque chose aux autres, par exemple. De me peindre des bandes rouges sur mon visage. Pour faire comprendre que je me suis fait des bandes rouges sur le visage. Pas pour autre chose. Et à ma femme, j'ai envie de lui faire un collier de dents de sanglier pour faire comprendre que ma femme a un collier de dents de sanglier et la tienne, non. Rien d'autre. Qui sait ce que tu crois avoir, toi et que moi, j'avais pas? Il me manquait vraiment rien. Tout ce qui a été fait après moi, je le faisais déjà. Tout ce qui a été dit, pensé et signifié était déjà dans ce que je disais, pensais et signifiais. Toute la complication de la complication était déjà là. Il suffit que je prenne ce caillou entre mon pouce et le creux de ma main et les 4 autres doigts qui se replient dessus, et il y a déjà